Alors cette présentation, en fait, s'inscrit dans un cadre un petit peu différent de celle de mes prédécesseurs. L'idée était que dans une matinée qui est consacrée globalement à la question de l'alcool et de l'accessibilité, d'évoquer les Outre-mer à partir de deux territoires un peu différents, l'île de la Réunion et de la Guyane, pour notamment rappeler qu'il peut y avoir une question Outre-mer vis-à-vis de l'alcool. Dans les 13 derniers mois, l'OFDT a mené 2 missions en Outre-mer. Alors, elles s'intégraient elles avaient pour finalité, en fait, d'étudier les enjeux, les espaces, les populations, pour proposer une architecture pour un dispositif de veille et d'observation qualitative sur l'ensemble des questions de psychotropes. Alors qu'il s'agisse des consommations, des pratiques et également du trafic. Alors, un petit peu sur le modèle en fait, du dispositif TREN, pour ceux qui connaissent. Habituellement, on travaille bien davantage en fait, sur les produits illicites et les médicaments détournés. Mais d'emblée, en fait, les deux ARS qui étaient commanditaires en fait, de ces études nous ont demandé d'inclure l'alcool dans les questions observées. Donc, ce qui nous a étonnés dans les entretiens, c'est que la question massivement soulevée et de manière unanime, en fait, a été la question de l'alcool. Oui, il y a des problèmes de drogue illicite, mais nos véritables problèmes sont vis-à-vis de l'alcool. Alors, on entend ce discours également en métropole, mais là, ça nous a été présenté avec une intensité encore un peu plus importante. Donc, vous allez peut-être être frustré par la présentation qui, quelque part, pose simplement les termes du problème. Et, quelque part, on se situe en amont, en fait, d'une nécessaire collecte de données, notamment qualitatives, qui, alors peut-être pas par nos soins, mais devrait suivre. Voilà, alors rapidement je vous présente les territoires. On a 2 territoires qui, vous allez le voir, peuvent présenter des problématiques communes, mais qui sont en réalité, connaissent des situations bien différentes. D'une part, on a la Réunion, c'est une petite île, je dis petite, parce que ça permet une maîtrise quand même relative du territoire, avec une maîtrise des entrées-sorties, c'est-à-dire qu'on a des frontières qui sont quand même maritimes, qui permettent un certain contrôle. On a une hétérogénéité culturelle, c'est-à-dire que la Réunion, c'est une île de migration aussi, mais qui est nettement moindre que celle que je vais vous présenter à la Réunion. Et puis surtout, alors j'ai mis des données disponibles, bien sûr, il y en a également pour la Guyane, mais on peut poser l'hypothèse, là encore je vais vous l'expliquer, que les données dont on dispose pour la Réunion sont beaucoup plus représentatives en fait, de la réalité de l'ensemble des populations qui y vivent que pour la Guyane. Et par ailleurs, il y a également davantage de travaux qui sont menés sur les conséquences. Je ne vous présenterai pas l'ensemble de ces données. Alors, la Guyane, on a moins on est à moins de 300 000 habitants sur un territoire qui est à peu près presque grand comme la Nouvelle-Aquitaine, qui est couvert à, on va dire 95-97%, je ne sais plus le chiffre exact, de forêts amazoniennes, avec une particularité géographique qui est qu'on a une zone relativement contrôlée où vit la majorité de la population près du littoral, et puis ailleurs des zones qu'on pourrait appeler géographiques éloignées, c'est-à-dire où on se rend en avion, ou par le fleuve si vous êtes par les fleuves, si vous en avez envie, et où uniquement par les fleuves j'allais dire en kayak, non, en pirogue, pardon. Voilà, c'est ça. Et on a des populations qui sont très hétérogènes. Alors une population très rapidement, qui est la population de référence en fait, qui est la population qui est la plus qu'on considère comme occidentalisée, qui sont les créoles. Et puis on a une myriade de groupes alors ethniques. Mais il y a des catégories qui ne sont pas des groupes ethniques, hein, comme les migrants, qui viennent d'un peu partout en Amérique latine ou d'Asie. Et puis, notamment, 2 populations autochtones
qui sont l'une qui est importante en nombre, puisqu'elle est sur le point de supplanter en nombre les créoles. C'est ce qu'on appelle les Bushinengue, qui sont des anciens esclaves échappés des plantations au Suriname, qui se sont réfugiés dans la forêt, ont passé le fleuve Maroni qui sépare la Guyane du Suriname, et qui, vivant isolés pendant au moins un siècle et demi, en fait, ont développé une culture qui n'est pas du tout la culture des créoles, mais une culture propre, issue du mixage en fait, des différentes cultures africaines que chacun portait, puisqu'il y avait un certain nombre de nationalités. Et donc, vivant isolés, ils ont développé une culture vraiment spécifique. Et puis l'autre groupe, c'est un groupe totalement minoritaire, qui comporterait, je ne sais pas, environ 6 000, enfin c'est l'ordre de grandeur, ce sont les 6 000 personnes, ce sont les Amérindiens, alors totalement minoritaires sur le plan du nombre, mais qui font face à des problèmes spécifiques, aigus et intenses, qui fait que c'est une population qui mérite d'être prise en compte. Alors l'autre particularité de la Guyane, c'est comme je le laissais entendre tout à l'heure, c'est que les populations, qualitativement, on perçoit assez rapidement que les populations qui sont le plus susceptibles d'être concernées par des consommations, alors pas seulement d'alcool, problématique pas seulement d'alcool, mais ça peut être du crack, de la cocaïne là-bas, sont celles qui sont également le plus susceptibles d'échapper à toutes les enquêtes en population générale. On sait qu'il y a par exemple la langue, le français comme langue première langue apprise est totalement minoritaire en réalité. Et environ un enfant sur 2 né d'une mère qui n'est pas né sur les territoires guyanais. C'est pour montrer un petit peu la question de la langue. Il y a des problèmes de déscolarisation importantes et de gens qui sont un peu totalement hors circuit administratif, et puis de séjours illégaux. Alors, on va commencer par la Réunion. Je vais prendre la Réunion qui sera plus long parce que j'ai plus de données, et puis après la Guyane. Alors, pour aller vite, les indicateurs utilisés qui vous ont été présentés, notamment par Stanislas, les indicateurs des enquêtes en population générale et chez les jeunes de consommation donnent tous des valeurs inférieures ou équivalentes à ceux de la métropole, notamment pour les jeunes, les enquêtes qui visent les jeunes. Si on va plus loin, déjà il y a il y a une différence importante. Bon, le premier alcool en fréquence de consommation, quand on demande aux personnes, c'est la bière, et le vin juste un peu derrière. Par contre, quand on regarde en quantité d'alcool pur, vous avez à gauche la métropole, à droite la Réunion, alors qu'à gauche on consomme 7 litres d'alcool pur, ce qui est le leader est clairement le vin. À La Réunion, le leader est les alcools forts avec 5,4 litres. Donc on a une structure de la consommation qui n'est pas la même. Néanmoins, on consomme, en alcool pur, il consomme légèrement moins que la métropole par habitant. C'est annuel par habitant. Alors les alcools forts, c'est le rhum là-bas, très fortement présent, et notamment le rhum, je vais vous le répéter, c'est la consommation, c'est la première consommation en fait des personnes les plus défavorisées, des usagers d'alcool les plus défavorisés, mais il y a également le whisky et d'autres alcools forts, enfin c'est surtout rhum ou whisky. Hop, j'ai compris. Alors si on va un peu plus loin, on va voir que en prenant un indicateur qui avait été pris dans le baromètre santé en 2014, c'est qu'on voit que dans une catégorie usage à risque chronique, en fait, qui était définie comme étant les usagers qui dépassaient les normes, donc les anciennes normes dites de l'OMS de consommation, c'est-à-dire plus de 21 verres pour les hommes par semaine et plus de 14 pour les femmes, auxquelles on ajoute les consommations, les API hebdomadaires. On voit qu'en métropole, ces usagers-là, dans ce groupe-là, consomment 26 verres par semaine en moyenne, alors qu'à La Réunion, on consomme 36 verres. Donc, une alcoolisation, finalement, des alcoolisations problématiques qui, finalement, concernent moins de personnes, proportionnellement, mais, en fait, qui sont beaucoup plus intensives qu'en métropole.
Par ailleurs, oui, on peut rajouter ça, c'est-à-dire que non seulement elles sont plus intensives et donc plus visibles et comment dire, spectaculaires, mais en plus, elles se déroulent, comme on le verra en Guyane aussi, souvent dehors, en extérieur, ce qui fait qu'en plus, ça rajoute un degré de visibilité en fait, à ces consommations. Alors si on prend, on peut avoir des informations également quand on prend les recours aux urgences pour intoxication éthylique, qui sont bien mesurés là-bas. On voit que ça concerne au maximum les 45-54 ans, donc on n'est pas sur les jeunes. Et effectivement, les moins de 25 ans, les plus de 64 ans et les femmes, oui, c'est très masculin aussi, sont peu concernés. Alors on voit un maximum le 7 du mois, ce qui concerne grosso modo quand même la réception l'arrivée des prestations sociales, et dans une moindre mesure le week-end. Et pour les 25-64 ans, on voit les jours en fait qui sont concernés qui sont plus concernés par l'arrivée d'intoxication éthylique aiguë aux urgences. C'est des consommations qui sont moyennement festives en fait, parce qu'elles commencent à 10h, elles commencent à 10-11 heures. Donc, et qualitativement, ce qui nous est décrit, c'est pour comparer à ça, sont des consommations, des consommations intenses et abusives, c'est l'alcoolisme tel qu'il était connu au XIXe siècle, hein, dans Zola, des consommations qui sont plus cycliques un petit peu, qui seraient festives, mais qui seraient importantes à ces moments-là, et qui toucheraient des populations là, socialement insérées, et qui reviendraient pour toutes sortes pour beaucoup d'événements en fait. Et, voilà. Et puis des consommations qui seraient chroniques et quotidiennes pour des populations plus rurales, ce qu'ils appellent les hauts. En fait, c'est des territoires géographiques un petit peu en altitude et qui sont très isolés en fait, sur le plan des transports, avec un désœuvrement important, puisque en fait, ce sont des zones de chômage intense, avec une population faible, en fait, et qui sont des zones d'alcoolisation chronique, peut-être abusive. Alors maintenant les conséquences, je vais vous montrer qu'un schéma. C'est celui des décès prématurés liés à l'alcool. Donc le nombre de décès, la proportion de décès pour 10 000 habitants chez les habitants de 40 à 64 ans. Donc je ne vous laisse pas les chiffres exacts, peu importe. En fait, ce qu'on voit, c'est que la Réunion, là, qui est entourée, est une des zones en France où cet indicateur en fait, est le plus important. Il est inférieur un petit peu à ce qu'on trouve dans le Nord, à ce qu'on observe dans le Nord, mais ça objective quand même un phénomène, des conséquences quand même d'une alcoolisation particulière, et notamment prématurée, puisque c'est l'indicateur qui en rend mieux le compte, parce que notamment on a des consommations qui peuvent être intensives et donc avec avec des effets relativement précoces. Parmi les choses qui sont évoquées par les professionnels, on nous parle beaucoup de conséquences dans l'accidentologie routière. Maintenant, je n'ai pas trouvé de données qui permettaient de comparer, de données probantes. Et le syndrome d'alcoolisation fœtale, Christophe en a parlé. Si certains ont des questions, on en parlera. C'est effectivement quelque chose de très, très, très difficile à mesurer. Bien que ces deux territoires que j'ai cités, en fait, se sentent particulièrement concernés et ont mis en place en fait, des registres, des plans particuliers pour l'alcoolisation fœtale et des registres pour les recueillir. Voyons ce qu'il y a côté offre maintenant. Donc, côté offre, on a le régime fiscal du rhum et des dérivés de la canne à sucre, donc que tout le monde, en fait, je pense, connaît, ce qui permet d'avoir, vous voyez, un litre de rhum à 49 degrés à un prix tout à fait compétitif. Alors, à La Réunion, ça ne concerne pas seulement le rhum, puisqu'à partir de la canne à sucre, en fait, et c'est ça le côté malin, on fabrique du pastis également, fabriqué sur place, et de la vodka. Également, ce qui nous a été présenté comme une particularité réunionnaise, c'est la vente de bières très très fortes, 7,8. Hein, les bières fortes en France, je crois que c'est au-dessus de 6 ou 8 degrés. Une dose de 500 millilitres, comme ça, c'est-à-dire ce qui est prévu pour être une dose pour un individu, contient 67,2 grammes d'alcool, donc on est dans l'API. On boit une canette, on est dans l'API, ça représente plus de 6 verres de vin.
Alors, un certain nombre d'éléments que nous, je dis qui nous ont été listés parce qu'on n'a pas forcément vérifié, et certains sont également présentés comme existant en métropole. Alors, ça peut-être pas, le vente sans respect de la licence, oui, on trouve dans beaucoup d'épiceries, en fait, des ventes d'alcool prêt à consommer, réfrigéré, y compris dans les stations-service, alors que c'est théoriquement interdit. Non-respect de l'interdiction de vente aux mineurs, respect des horaires, c'est pareil en métropole. Non-respect de l'étiquetage pour certaines boissons, bah, évidemment, importées, oui, il y a quand même des boissons importées qui n'ont pas forcément été contrôlées, et de la vente au verre qui est strictement interdit, alors ça se verrait plus dans les hauts. Non-respect de la loi sur la publicité, là vous pouvez voir différentes photos qui montrent en fait à quel point la publicité est totalement intégrée au paysage, et donc on ne se pose pas la question de savoir si c'est de la publicité, c'est du décor, et il n'y a pas effectivement la mention à consommer avec modération. Et effectivement les camions et les publicités partout sur les murs font partie du décor. Alors là, je pourrais vous montrer des tonnes de publicités, mais ça ne montre pas l'intensité de l'affichage. Là, c'est effectivement un petit clin d'œil. En fait, c'est au même endroit. C'est une photo qui a été prise à plusieurs temps différents, et c'est toujours le même sujet, l'alcool. Ce qui a été rappelé, ce qui a été montré par Karine également, sur le plan du marketing, c'est une valorisation sociale de l'alcool. Alors vous voyez le Johnny Walker qui est apposé au mot exploit, également la valorisation des personnes qui achètent du Johnny Walker avec le tapis noir et la caisse spécifique rapide. Alors faut dire et puis les amoncellements d'alcool. Alors il faut préciser quand même qu'il y a un phénomène Johnny Walker à La Réunion. C'est que c'est une marque de valorisation, de réussite sociale, et en fait La Réunion est le territoire mondial où les ventes de Johnny Walker par habitant sont les plus importantes. Elle représente 1,2% de la production mondiale de Red Label, qui est la marque productrice. Et je vous confirme que les Réunionnais ne font pas 1,2% de la population mondiale. Alors l'alcool présenté comme un besoin essentiel, la notion de pouvoir d'achat, donc l'alcool, le Johnny Walker, toujours lui qui est dans le panier de la ménagère. La notion de pique-nique, en fait, la notion finalement d'événement, lors de quels événements boit-on, petit prix, grand pique-nique avec le Johnny Walker, encore lui. Et puis, là, vous n'allez pas comprendre, en fait, c'est un teasing pour une publicité qui va venir à l'occasion des Jeux des îles, donc paré, pas paré, c'est-à-dire est-ce que tu es prêt, tu n'es pas prêt. Là, l'argument citoyen, on va regarder ça, attitude Réunion, je soutiens l'emploi, vous buvez, c'est bon pour l'emploi, vous buvez pour la société. La conclusion, parce que en fait, pour la Guyane, ce qu'on voit de manière plus importante que pour la Réunion, c'est que les consommations, le problème est réellement l'intensité des consommations. Bon, à ceci près que, comme je le disais en Guyane, les gens les plus concernés échappent aux enquêtes. Comment dire, la conclusion, c'est qu'en fait, il y aura une nécessaire recherche d'informations qualitatives pour caractériser mieux ces phénomènes. Là, il y a beaucoup de choses en fait qui sont dites aussi sur le plan qualitatif, et qu'il faudrait il faudrait étudier de façon plus précise, savoir qui est concerné, quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs de protection, un certain nombre d'éléments beaucoup plus précis. Il faudrait affiner cette question, qui exactement, comment, et voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.